Le message sur la guerre est passé de la guerre tire à sa fin, on va bombarder l'Iran jusqu'à l'âge de pierre, et on a entendu toute une gamme de messages de ce genre. Une stratégie où le matin on parle de désescalade, l'après-midi on menace de tout raser, et le soir plus personne ne sait dans quel scénario on est. Alors c'est quoi au juste? Est-ce qu'on est en train de calmer le jeu ou non? La réponse qu'on a eue c'est celle-ci, je peux pas vous le dire. Je ne sais pas. Je peux pas vous le dire. Ça dépend de ce qu'ils vont faire. C'est une période critique. Ils ont jusqu'à demain à 8H. Je leur ai donné une prolongation. Ils ont demandé une prolongation de 7 jours. D'accord. J'ai dit, Steve, donne-leur 10 jours. Les 10 jours arrivent en fait à échéance aujourd'hui. Alors je lui en ai donné 11, je suppose indirectement. Je trouvais que c'était pas approprié le lendemain de Pâques. Je veux être une bonne personne. Ils ont jusqu'à demain. Maintenant, on va voir ce qui va se passer. Et après ça, ils n'auront plus de pont, ils n'auront plus de centrale électrique. Âge de pierre. Oui, pierre, c'est le genre de point de presse où l'histoire militaire semble gérée comme un simple changement d'horaire pour une séance photo. Si vous avez l'impression de perdre la tête en essayant de comprendre ce qui se passe avec la guerre de l'Amérique contre l'Iran, vous n'êtes pas seul. La personne qui l'a déclenchée ne semble même pas savoir ce qui se passe. Regardez cette litanie quotidienne de rhétorique en dents de scie venant de la Maison Blanche, compilée par Midas Touch. On passe de « on a gagné la guerre » à « aidez-nous s'il vous plaît » à seulement un jour d'intervalle. Puis il y a eu cette tirade truffée d'injures le dimanche de Pâques au sujet du détroit d'Ormuz, que le président affirmait pourtant quelques jours plus tôt, voire rouvrir naturellement. Ce genre de propagande offre toutes les variations possibles, sauf la cohérence. Je n'envie pas les reporters chargés de couvrir cette folie, surtout les journalistes des grands médias traditionnels comme CBS, dont les sociétés mères, dans certains cas, se sont déjà inclinés devant le régime Trump. Je peux vous promettre une chose. Chez Midas Touch, nous allons continuer à rapporter ce qui se passe. Nous allons continuer à offrir une analyse experte et nous resterons inébranlables dans notre engagement envers la vérité. Et il s'avère que c'est pas seulement le public qui l'apprécie, c'est tout l'écosystème médiatique. Il y a quelques jours, nous avons ajouté un nouveau membre à l'équipe de Midas Touch, Scott McFarland. Plusieurs d'entre vous connaissent déjà l'excellence de son travail, surtout sa couverture des poursuites liées au 6 janvier. Scott est un journaliste d'enquête primé qui a passé 25 ans dans les médias traditionnels, dont les 5 dernières années à CBS. J'admire son travail depuis longtemps et aujourd'hui, alors qu'il se joint à Midas Touch comme correspondant en chef à Washington, j'ai le plaisir de l'appeler un collègue. Scott n'est ici que depuis quelques semaines, après 25 ans dans ce qu'on appelle les médias traditionnels, dont 5 années à CBS. Cette transition doit ressembler à boire à même une lance d'incendie. C'est un monde très différent. Et Scott l'a expliqué ainsi, c'était l'emploi de ses rêves. Il était un enfant qui rêvait de faire partie d'un bulletin de nouvelles à la télévision nationale. Alors, quitter ce rêve n'était pas facile. Sauf que les médias traditionnels ne sont plus ce qu'ils étaient. Les auditoires s'effritent rapidement, la confiance semble aussi s'effriter. Et en ce moment, ça n'a plus de sens d'attendre une heure prédéterminée en soirée pour livrer les nouvelles. Attendre 18h30, heure de l'Est, lui paraît une idée très dépassée. On n'est plus en 1986. Si on a une information, on veut la sortir le plus vite et le plus largement possible, et rejoindre des millions de personnes sur toutes les plateformes qu'offre le média indépendant. Pendant ce temps, l'ancien modèle agite encore comme si un plateau bien éclairé suffisait à faire revenir le public. Il a dit qu'il avait cessé de faire le deuil de l'effondrement des médias traditionnels. C'était autrefois quelque chose auquel il pensait souvent, mais ce monde nouveau ouvre en réalité énormément de possibilités, et cela mène à une question plus large. Est-on rendu au point où l'on cesse de pleurer des institutions comme CBS pour reconnaître qu'elles ont été vidées de leur substance, parfois peu, être délibérément, et avons-nous perdu plus que gagné avec l'essor d'institutions comme Midas Touch? La réponse de Scott, c'est qu'il ne voit pas comment ces organisations médiatiques traditionnelles, et il parle de toutes, vont pouvoir croître en coupant. Comment vont-elles être résilientes dans cette cacophonie de nouvelles?
Comment vont-elles rester pertinentes et capables d'émerger si elles continuent de couper dans leur personnel, leur budget, leurs dépenses? Il comprend qu'il y a moins de revenus publicitaires, donc elles n'ont peut-être pas beaucoup de choix, mais c'est pas une stratégie pour retenir ou reconstruire un auditoire. Il a dit que l'espace des médias indépendants, y compris Midas Touch Network et d'autres acteurs émergents, investit et dépense, et que c'est ainsi qu'on trouve des moyens de grandir. C'est un modèle d'affaires assez simple, on grandit en investissant, et c'est pour ça que l'indépendant est si fort en ce moment. Il est clair pour lui que quelqu'un qui regarde ceci comprend qu'il s'agit d'une plateforme où la personne derrière investit davantage de son temps, de son argent, de ses ressources, et que cela, en soi, attire les gens. Couper dans le personnel, dans les budgets, dans les capacités, puis appeler ça une stratégie de relance, ça ressemble davantage à une présentation qu'à un vrai plan. Une grande part de cette croissance repose sur la confiance croissante entre les médias indépendants et le public, et sur ce que les psychologues en sont venus à appeler des relations parasociales. Cette idée qu'une véritable relation se développe avec l'auditoire, les gens viennent à vous faire confiance avec le temps, et cela dépend, dans certains cas, non seulement de la franchise, mais aussi d'un certain degré de vulnérabilité et du fait de se mettre soi-même en jeu. En même temps, Scott est vraiment resté fidèle à cette ligne de conduite. Pas d'opinion, il va rapporter les faits, il va pas faire de commentaires. Alors comment trouver cet équilibre en tant que journaliste à l'ancienne qui dit « moi, je suis là pour les faits, face à tout ce qui se passe dans le monde, à la pression de choisir un camp et à un public qui semble en demander un peu plus », Scott répond que les gens veulent les nouvelles autrement et qu'il ne fait que répondre à cette demande. Les gens ne veulent pas qu'on leur lise les nouvelles à partir d'un téléprompteur par un animateur assis dans un studio grand comme un hangar d'aéroport avec des graphismes ultra fluo et de grands murs d'écran bleus brillants. Ils ne veulent pas toutes ces introductions musicales, ces gadgets et ces effets. Ils veulent simplement quelqu'un qui regarde directement la caméra et leur dise ce qui s'est passé. Voici les nouvelles d'aujourd'hui. Droit au but, dis-moi simplement ce que j'ai besoin de savoir, mon temps est précieux. Le vôtre aussi. Les gens veulent quelqu'un qui leur parle clairement, directement, sur un ton conversationnel. Explique-moi les nouvelles. Explique-moi les faits. Dis-moi ce qui s'est passé et dis-moi pourquoi c'est important pour ma vie et celle de ma famille. Et pourtant, dans les médias traditionnels linéaires, on continue avec cette présentation théâtrale qui semble à un certain degré impersonnelle. C'est l'inverse de ce que les gens veulent en ce moment. Scott a aussi dit autre chose d'important. On peut être un journaliste rigoureux, fondé sur les faits, et insister quand même pour ne pas offrir de tribune à des niaiseries, à des théories du complot, à des mensonges et au blanchiment de l'histoire. Si Trump ment au sujet de l'élection de 2020 ou des faits entourant le 6 janvier, il ne suffit pas de le vérifier après coup. Il ne faut pas diffuser cette désinformation au point d'empoisonner l'alimentation informationnelle du public. Autrement dit, le journalisme n'a aucune obligation de transformer chaque déformation des faits en segments équilibrés pour la diffusion. Le départ de Scott de CBS a même été accueilli avec moquerie par le bureau des communications de la Maison-Blanche. Il y a eu une publication de Stephen Chung et même Caroline Leavitt a commenté. Et honnêtement, ça ressemble presque à un insigne d'honneur. Alors, qu'est-ce que ça fait de voir la Maison-Blanche elle-même commenter un changement de carrière? Scott a dit que c'est validant chaque fois que ce président et cette Maison-Blanche parlent des journalistes. On l'entend quand le président fait un de ces échanges improvisés ou une de ces séances où il prend toutes les questions dans la salle. Il a tendance à attaquer personnellement certains reporters, certaines personnes trouvent cela répugnant, d'autres peuvent voir cela comme un style combatif et politiquement avantageux pour le président, certains peuvent adorer ça. Mais pour les journalistes, c'est tout de même une forme de validation. Cela veut dire qu'ils ont dû poser une question difficile pour attirer ce genre d'attention. Au moins, cela signifie qu'ils posent les bonnes questions et font le bon type de journalisme pour attirer leur regard. Si cela leur était complètement indifférent, ce serait plus inquiétant. Quand le bureau des communications de la Maison-Blanche juge utile de ridiculiser un journaliste, ce n'est généralement pas le signe que ce journaliste a été trop docile.
Cela mène à une autre distinction difficile. Comment faire la différence entre choisir le bon côté de l'histoire et être perçu comme partisan ou comme un simple propagandiste? On vit ce qui ressemble à un moment déterminant de l'histoire. Scott répond que son opinion n'a même pas tant de valeur chez lui. Il a des enfants qui ne veulent pas entendre tout ce que leur père a à dire. Il n'est pas certain que son opinion ait tant de valeur dans l'écosphère de l'information en général. Mais il a passé un quart de siècle à se former comme journaliste. Il a des compétences pour affiner l'information, la rendre compréhensible, rendre les nouvelles compréhensibles et trouver des éléments qui n'ont pas encore été rapportés. Il a souligné qu'il y a beaucoup trop d'histoires et pas assez de journalistes à Washington. Et parmi ceux qui sont là, trop nombreux sont ceux qui suivent heure par heure les publications de Trump sur Truth Social ou les communiqués de la Maison-Blanche. On a déjà assez de gens qui font ça. Alors pourquoi ne pas chercher ce qui n'a pas encore été couvert? Parce que si toute une salle de rédaction court après chaque impulsion publiée sur les réseaux sociaux, le vrai pouvoir passe par la porte arrière sans qu'on le remarque. Il a dit qu'il y a 3 choses qui ont fait beaucoup d'actualité au cours des 15 derniers mois et qui ne concernent pas Trump. Les tribunaux ont fait énormément d'actualité. Ils ont servi de rempart contre de nombreuses mesures exécutives et contre beaucoup de choses que le président a tenté de faire. Voilà des histoires qui méritent d'être suivies. Il y a aussi les fonctionnaires, les gens qui ont quitté l'administration ou qui ont lancé l'alerte de l'intérieur. Chaque fois que cela arrive, peu importe qui est le président, c'est d'intérêt public et on devrait y prêter davantage attention. Et avec tout le respect dû à tous les membres du Congrès, puisqu'il couvre les 2 partis, et les 535 membres du Congrès, en ce moment, la minorité fait davantage d'actualité que ce n'est habituellement le cas. Les démocrates ont vraiment poussé le dossier Epstein avec beaucoup d'efficacité dans ce Congrès. Les démocrates ont lancé leurs propres enquêtes sur l'administration Trump, même s'ils n'ont pas le pouvoir d'assignation. Les républicains ont été accusés d'être une chambre d'enregistrement. Les démocrates au Congrès font actuellement un peu plus d'actualité, du moins une actualité qui n'a pas encore été suffisamment couverte. Quand le parti minoritaire mène plus d'enquêtes visibles que le parti majoritaire, ce n'est pas exactement le signe d'un système en pleine santé. Cela ne veut pas dire qu'il prend parti. Cela veut dire qu'il essaie de trouver où se trouve la nouvelle. Et puis, il y a la question des représailles. Quand la Maison-Blanche elle-même commente votre changement de carrière, quand d'autres journalistes subissent des attaques qui flirtent parfois avec le harcèlement juridique, et quand le président peut mobiliser une foule de manière très efficace, dans certains cas, pour harceler ceux qui exposent les mensonges et les crimes de l'administration, comment mettre cela en balance avec le devoir de dire la vérité? Scott a dit que le corps de presse de la Maison-Blanche, même s'il n'en fait pas partie, développe une peau plutôt épaisse. Les journalistes s'habituent à ces remises en place et parfois ils les portent peu, être comme un insigne d'honneur. Lui aussi a développé une peau plus épaisse au cours des 5 dernières années parce qu'il en a pris plein la figure chaque jour. Il a couvert les poursuites liées à l'attaque du Capitole du 6 janvier. Il y avait plus de 1500 personnes, dont plusieurs ont admis avoir attaqué la police ou leur propre gouvernement. Elle ne se gênait pas pour s'en prendre aux journalistes qui couvraient ces causes criminelles, que ce soit sur les réseaux sociaux ou en personne au palais de justice. Alors, il s'est en quelque sorte acclimaté à tout cela. Mais son dernier point était simple. Si vous ne couvrez pas l'histoire difficile, si vous n'attirez pas l'attention des décideurs et des acteurs du pouvoir, vous passez probablement à côté de quelque chose d'important. Et c'est justement pourquoi ceux qui préfèrent les messages bien alignés supportent rarement un journalisme qui refuse de se mettre aux gardes. À vous, c'était un extrait de la conversation avec Scott McFarland. L'entrevue complète, non montée, se trouve sur la page Substack liée ci-dessous. Et Scott et Ken sont aussi en train de régler les détails d'un Substack Live régulier pour commenter la guerre avec l'Iran, la sécurité nationale et tout ce que l'administration Trump leur lancera ensuite. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous.
Perspective Politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.